Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Je vous souhaite la bienvenue au niveau de votre cours de GRH. La dernière séance, on s'est arrêté au niveau de l'évolution de la fonction GRH. Et on avait dit que cette évolution, elle est passée par trois principales phases. La phase d'administration du personnel qui a coïncidé avec l'école taylorienne et fordienne. La deuxième phase, à partir des années 70, c'est la phase de la gestion des ressources humaines qui a coïncidé avec l'apparition en fait des nouvelles pratiques managériales, du management moderne qui donne de l'importance et de la valeur au facteur humain comme facteur important pour la création de la richesse. Et bien sûr, à partir des années 80, on a assisté à une évolution vers les pratiques du management stratégique. On va considérer que la GRH est une dimension stratégique et que l'entreprise, elle peut faire de l'homme et peut se baser sur la qualité de l'homme pour maintenir un avantage concurrentiel, compétitif devant les concurrents. Maintenant, on va présenter les enjeux de la GRH. Alors, les enjeux, la question des enjeux, c'est une question qui est importante, tout simplement parce que au niveau des organisations, il y a en fait lieu de présenter cette question des enjeux par rapport à 4-5 axes principaux. Donc, pendant longtemps, la GRH fut purement administrative, comme on l'a déjà vu, donc le contexte a changé, on est passé d'une gestion quantitative et administrative à une gestion essentiellement qualitative, et pendant aussi longtemps, l'entreprise n'a eu qu'une finalité financière, donc l'entreprise taylorienne, il avait un seul objectif, c'est maximiser le profit ou bien la rentabilité, mais aujourd'hui, on est allé vers un système d'objectifs où l'entreprise ne cherche pas seulement à réaliser, disons, une rentabilité financière, mais aussi il y a une finalité sociale que l'entreprise doit jouer, mais sous 3 facteurs. Alors, quels sont ces facteurs qui ont contribué, bien sûr, à ce changement? Tout d'abord, comme on l'a déjà vu, il y a les changements techniques qui ont entraîné des transformations dans l'organisation du travail. Donc, les séquences sont les suivantes. Nous avons la mécanisation depuis Taylor, depuis, disons, ce qu'on appelle les chaînes de production, le travail à la chaîne, en passant par l'automatisation, en passant par l'informatisation, et aujourd'hui, on est allé vers la digitalisation. Ensuite, il y a le deuxième facteur de changement, c'est les changements économiques et sociaux. Donc, en modifiant les besoins et les exigences des consommateurs, ils ont nécessité une plus grande flexibilité du travail. C'est ce qu'on va voir par la suite. Ça veut dire que les besoins des consommateurs, aujourd'hui, je crois beaucoup d'entreprises, ils ont pu survivre et continuer à exister grâce à leur flexibilité. Exemple simple, un restaurant qui a dû fermer ses portes à cause de la crise sanitaire, mais s'il arrive à opter pour la flexibilité, par exemple, il peut passer vers le mode prêt à emporter ou bien une livraison à domicile. Ou bien, donc ça fait partie de cette flexibilité. Les entreprises qui n'ont pas cette possibilité de s'adapter au changement, sûrement, ils vont fermer, ils vont déposer leur bilan. Il y a aussi les changements sociologiques. Alors, le côté sociologique, il est lié disons, à la conception de la place de l'homme dans l'entreprise, des motivations, des aspirations, des individus, de leurs besoins matériels, affectifs et intellectuels, de leur culture, de leurs valeurs, de leurs postulats d'existence. C'est un ensemble d'éléments qui ont changé. Les besoins de l'ouvrier marocain pendant les années 70 du XXe siècle ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Les aspirations ne sont plus les mêmes.
les exigences en termes de conditions de travail ne sont plus les mêmes. Donc tout a changé et donc il fallait en fait prendre en considération ces éléments-là. Alors commençons par les changements techniques. Alors ces dernières mutations technologiques, ils ont entraîné une triple évolution des modes de gestion du personnel. Alors d'une part, il y a ce qu'on appelle l'évolution des qualifications. Alors ça veut dire que ce changement technique, par exemple, lorsqu'on est passé, par exemple, d'une machine à écrire à l'ordinateur, ce passage, il était stratégique. Et on a vécu des expériences difficiles. On a vécu des moments avec certains secrétaires de direction qui ont travaillé pendant 20 ans, 15 ans, je ne sais pas, avec la machine à écrire. Et une fois la direction, il a décidé d'acquérir, par exemple, l'ordinateur, ces secrétaires, ils ont refusé d'utiliser cette nouvelle technologie. Il y avait une résistance au changement. Bien sûr, ça, c'est des exceptions, mais ici, bien sûr, il y avait tout d'abord un investissement au niveau du matériel, mais aussi, il fallait, disons, pour suivre un peu le rythme progressivement, il fallait assurer des formations pour ces secrétaires, par exemple. Donc, l'évolution, ça veut dire que les compétences ne sont plus les mêmes en passant, par exemple, d'un outil traditionnel à un outil moderne. Donc, tout d'abord, il y a l'élévation du niveau de qualification. C'est-à-dire, ces compétences, ils ont poussé un peu les individus à acquérir plus de compétences, à faire plus de formations pour que la qualité du travail soit élevée. Donc, par exemple, moi, quand j'utilise une machine beaucoup plus performante qu'une machine devenue, par exemple, obsolète, sûrement le rendement, il va être élevé. La qualité des produits, il va être meilleure. La consommation, par exemple, de l'énergie, la consommation des matières, il va être moins importante. Et donc, sûrement, ça, c'est dû à, bien sûr, l'intégration de ces nouvelles technologies. Deuxièmement, acquisition de nouvelles compétences. L'entreprise, bien sûr, devant ces vagues de changement, devant sa transformation digitale, il va de plus en plus faire appel à un personnel qui maîtrise plus ces nouvelles technologies avec des niveaux de qualification qui est élevé. Donc, il peut procéder à un recrutement de nouvelles compétences, des jeunes dans des domaines qui sont spécialisés dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'élargissement du champ de compétences. Alors, l'élargissement du champ de compétences, ça veut dire que la notion même de tâches, de postes, d'emploi et de fonction, il va avoir une modification. Ça veut dire le contenu d'un poste ou bien d'une fonction, il ne va pas être le même. Grâce à ces nouvelles technologies. Ça veut dire que, par exemple, un comptable, il avait l'approche classique, il passait toutes les écritures, un journal d'une façon manuelle, mais aujourd'hui, il va faire la même opération, mais en utilisant des logiciels, en utilisant, par exemple, des ordinateurs qui sont sophistiqués, etc. Donc, ça veut dire l'élargissement du champ de compétences, ça veut dire que on va aller vers peut-être une certaine polyvalence au niveau, par exemple, de l'exercice, bien sûr, de la fonction. Par exemple, je dois faire un cours, mais en même temps, je dois savoir, par exemple, je suis un prof, avant, je vais saisir les noms dans un PV, mais aujourd'hui, j'utilise mon ordinateur pour introduire les PV. Mais demain, je vais, par exemple, faire un cours à distance. Des fois même, je peux, au lieu de corriger les copies, je vais, par exemple, mettre mon examen au niveau du Classroom, Google, par exemple, Meet, ou Google Form, et je vais demander à mes étudiants pendant une période bien déterminée, par exemple, pour répondre à l'examen et l'envoyer. Et vous voyez, donc, c'est le métier est le même, mais le champ de compétences, il change. Un prof aujourd'hui qui, peut-être, qui n'arrive pas à maîtriser cet outil, je ne crois pas qu'il va faire des cours, par exemple, à distance via des plateformes qui sont spécialisées, numériques. Donc, ça veut dire que moi, en tant que prof, je dois accepter des formations. Aujourd'hui, notre présidence, Monsieur le président de l'université, Monsieur le doyen, il ne cesse d'exhorter et d'encourager les enseignants à faire des formations. Aujourd'hui, on a des formations, par exemple, au niveau de modèles, on a participé à des missions à l'étranger, et tous ces éléments pour améliorer la qualité
de la formation qu'on est en train de vous offrir. Et donc, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ces nouvelles technologies qu'on est en train d'améliorer notre façon. Mais croyez-moi, c'est le contenu et le champ de compétences, il change. Même si je suis toujours un professeur. Mais la façon avec laquelle aujourd'hui je fais des recherches, aujourd'hui, avant peut-être un questionnaire, vous pouvez l'administrer d'une façon manuelle. Vous l'envoyez par la poste ou bien vous le déposez dans une autre. Aujourd'hui, nos étudiants, moi-même, je ne suis pas obligé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle Internet, où il y a des sites spécialisés où je peux envoyer, bien sûr, mon questionnaire et qu'il va être rempli par les concernés et je peux récupérer mes questionnaires avec un meilleur délai, avec une meilleure précision, avec une meilleure sécurité, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élargissement du champ de compétences. L'évolution des effectifs. L'évolution des effectifs, il va dans quel sens? Alors tout d'abord, il y a le gain de productivité, d'une part, parce que lorsqu'on utilise une technologie performante, on va gagner de la productivité, mais de l'autre côté, il y a aussi la contrainte de la stagnation de la demande, parce que face à la concurrence, la demande, des fois, il arrive à être saturée. On est passé par beaucoup de crises, depuis la crise asiatique, des années 90, la crise financière internationale 2007-2008, le printemps arabe, la crise actuelle. Et donc ça va dans le sens de la stagnation de la demande. Ce qui fait les entreprises, d'une part, ils utilisent la nouvelle technologie qui améliore le rendement et la productivité. D'autre part, la demande, elle stagne, elle est limitée. Et la conséquence, c'est la baisse des effectifs. Donc l'entreprise, il est obligé de baisser ses effectifs. Alors, quels sont les enjeux de la GRH? Donc, il devient la gestion du sureffectif dans ce cas-là. Par exemple, comment? Alors, on va aller dans le sens du champ, disons, du chômage partiel. Alors, le chômage partiel, en fait, c'est un type, en fait, si vous voulez dire, de travail partiel. C'est un travail partiel qui consiste à diminuer les temps et les horaires des effectifs. Mais à condition que le salaire distribué ne doit pas être inférieur, par exemple, au SMIC. Et donc, ce chômage partiel, il va aller, par exemple, 70% du salaire, 60%. Ça, c'est un moyen, en fait, pour, au lieu de licencier carrément l'ouvrier, alors on peut accepter un chômage partiel. Il y a aussi la précarisation de l'emploi, en développant des contrats de travail temporaires, comme par exemple les CDD, les contrats à durée déterminée. On a les pré-retraites, ça veut dire qu'on peut encourager certains ouvriers à avoir leur retraite avant l'âge de retraite. Il y a les licenciements des fois collectifs. Il y a les plans sociaux qui visent à concilier les besoins sociaux des individus et les contraintes économiques. Alors le plan social, c'est une façon, au lieu de licencier les ouvriers d'une façon un peu agressive, etc., alors on prépare leur départ, on les aidant à retrouver un nouvel emploi, ou bien on leur assure une formation pour changer de métier, etc. Mais l'essentiel, c'est cette évolution des effectifs, bien sûr, elle est due, bien sûr, à ce changement technologique, etc. Mais il y en a d'autres façons, par exemple, lorsque l'activité de l'entreprise diminue, par exemple, on peut distribuer, encourager les gens à avoir leur congé, je sais pas, il y a différentes techniques et méthodes qu'on va voir par la suite. Aussi, il y a l'évolution du temps de travail dans deux directions, soit l'aménagement du temps de travail, soit la réduction du temps de travail. Donc, l'aménagement du temps de travail, par exemple, le travail, par exemple, de la nuit, le travail du jour, le travail, par exemple, d'une saison. Il y a aussi la question de le travail, par exemple, intermittent, le temps partiel annualisé, c'est-à-dire vous allez répartir
le volume horaire hebdomadaire sur les saisons. Par exemple, les saisons de pointe, par exemple, on travaille par exemple plus que la durée légale et bien sûr, pendant les périodes de récession, on peut diminuer bien sûr le volume. Donc il y a en fait plusieurs méthodes qui assurent la flexibilité bien sûr des effectifs. Alors il y a aussi des enjeux économiques. Alors, pour les enjeux économiques, on peut identifier au moins 3 facteurs. Il y a, comme je l'ai déjà dit, la saturation de la demande, il y a le ralentissement de la croissance économique, et il y a la concurrence internationale. Alors, pour la saturation de la demande, on a déjà donné des exemples pour la saturation de la demande. La saturation de la demande, il est lié soit à un contexte, disons, environnemental. Par exemple, c'est une crise économique, une crise financière, une crise sanitaire qui limite la croissance, ou bien le ralentissement de la croissance économique, il est dû par exemple le marché d'un bien quelconque, il passe par une phase de maturité, donc le produit il devient banalisé, ou bien il y a des produits de substitution qui prennent la relève, etc. Mais il y a aussi un autre facteur qui est très important, la concurrence internationale. La concurrence internationale, comme vous le savez, c'est aujourd'hui avec le libéralisme, avec la mondialisation, avec la signature des accords de libre-échange et des partenariats stratégiques avec beaucoup de pays, alors les frontières sont ouvertes et la concurrence il devient acharnée et en fait tous ces éléments ils représentent en fait un défi que les entreprises par exemple marocaines doivent relever. Alors ces 3 facteurs, la saturation de la demande, le ralentissement de la croissance et la concurrence internationale, ils vont imposer des efforts, bien sûr, et ils vont pousser l'entreprise, et plus particulièrement la GRH, vers il faut plus d'innovation, il faut changer, il faut créer, il faut trouver, bien sûr, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de communiquer avec le client, de distribuer le produit, de fabriquer le produit, de productivité. Ça veut dire essayer parce que la concurrence veut dire que ce sont des entreprises étrangères qui vont soit exporter vers le Maroc, soit s'installer au Maroc sous forme des DUE, ils vont produire des biens avec une meilleure qualité, avec des prix qui sont moins importants. Donc là, on doit innover pour que notre concept, pour que notre produit soit unique, soit différencié des produits de la concurrence. De productivité, parce que plus la productivité elle est élevée, plus le coût de production il est moins élevé, plus on est compétitif. De qualité, parce que ici, le client, il compare le rapport qualité-prix des entreprises concurrentes avec le rapport qualité-prix de l'entreprise. Si votre rapport qualité-prix n'est pas convaincant, alors là, le client, il va préférer le produit du concurrent. Et il y a aussi la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire, c'est ce que j'ai dit, c'est l'adaptation par rapport au changement. Et la réactivité veut dire que l'entreprise, il doit être réactif, il doit anticiper, il doit essayer de faire vite, il doit essayer de s'adapter, mais promptement, ça veut dire avant les concurrents. Et alors ces concepts, est-ce qu'ils sont en relation directe? Oui, ils sont en relation directe avec la fonction GRH. Au niveau de la fonction GRH, il faut innover au niveau de la composante humaine. Il faut chercher les meilleures méthodes pour améliorer la productivité. Il faut chercher la meilleure méthode pour assurer une bonne qualité. Exemple simple, penser à une certification qualité, adhérer à des normes internationales, par exemple les normes ISO. La flexibilité, c'est-à-dire utiliser toutes les... Par exemple, du point de vue contrat du travail, il y a différents types de contrats de travail. Il y a les contrats de travail jeunes, il y a les contrats, par exemple, selon la situation, soit vers la hausse, soit vers la baisse. Il y a aussi la réactivité, l'anticipation basée sur des stratégies, etc., etc. Alors, ces efforts nécessitent donc des implications de personnel aux objectifs de l'entreprise.
Donc la stratégie sociale, il devient une composante essentielle de la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire que pour aller, disons, parce que ici les changements, ils ne sont pas conjoncturels, c'est pas juste une petite crise ou bien un déséquilibre entre l'offre et la demande, mais les changements aujourd'hui, ils sont structurels et donc il faut suivre ces éléments en intégrant la stratégie sociale à la stratégie globale de l'entreprise, que ce soit la stratégie corporate, ça veut dire la stratégie d'ensemble, ou bien la stratégie business, c'est-à-dire la stratégie concurrentielle. Alors, donc les nouvelles contraintes économiques conduisent à rechercher la triple flexibilité. Alors, et il y a la flexibilité des effectifs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans les deux sens, soit lorsque on exige plus, bien sûr, lorsque le niveau d'activité augmente, alors on va faire des recrutements, on va par exemple reporter les congés, reporter les formations, utiliser les heures supplémentaires, utiliser des contrats à durée déterminée. Le cas inverse, on peut par exemple penser à accorder à assurer des formations, bien sûr à passer au chômage partiel, etc. Donc il y a toujours une façon sur le plan qualitatif et quantitatif d'assurer cette flexibilité. Les horaires, on va chercher la flexibilité horaire dans le sens où on cherche un peu la saisonnalité de l'activité, ou bien par exemple travail du jour, mais ce sont des horaires qui arrangent plus nos clients et par exemple notre chaîne de valeur. Aussi, la flexibilité des rémunérations. Alors on a ici la rémunération. Il faut que la stratégie de rémunération soit une stratégie qui motive l'ouvrier. Ça veut dire que si, par exemple, des ouvriers contribuent plus, ou bien fournissent plus d'efforts, ou bien travaillent pendant des jours de fériés, ou bien des jours de vacances, alors là, les rémunérations doivent être variables dans le sens d'amélioration et de motivation, bien sûr, du personnel. Les enjeux sociaux... L'analyse des besoins des travailleurs a conduit donc à une modification des pratiques en matière de GRH. Alors, je crois qu'on a déjà parlé de l'école des relations humaines. Alors, le chef de file, le père fondateur de l'école des relations humaines, c'est Elton Mayo, qui a fait ses premières expériences au niveau de la Hawthorne Company électrique. Et c'est là où on a assisté à la naissance, en fait, de l'école des relations humaines, qui est venue pour dépasser la seule problématique classique qui est comment produire d'une façon efficace. Et donc, la nouvelle problématique avec l'école des relations humaines était comment motiver l'homme en milieu du travail. Et donc là, on a affaire avec des équipes et des groupes de travail. Donc, l'école des relations humaines, il a mis l'accent sur la notion d'équipe et la notion de groupe de travail. Par exemple, l'appartenance à un groupe, qui sont les codes, qu'est-ce qu'il est la communication intra-groupe, etc. Comment on forme une équipe de travail, etc. Et des communications internes. Est-ce que la communication interne, c'est parmi les éléments les plus importants au niveau de la GRH. Comment cette communication elle est? Est-ce que c'est une communication ascendante, descendante, latérale, directe, indirecte? Et quelle est la meilleure façon de communiquer avec, bien sûr, le père? Parce que la communication interne, s'il est efficace, bien sûr, il y a plus de compréhension, plus d'entente, moins de conflits, moins de confrontation. Et les styles de commandement. Quel style de commandement peut-on avoir? Les styles de commandement, ou bien les styles de leadership, ou bien les styles de management, ou bien les styles de direction. Est-ce que c'est un style autoritaire, paternaliste, exploiteur, consultatif, démocratique, participatif? Un ensemble, en fait, de styles de commandement. Et donc, il s'agit ici d'adapter le style par rapport au contexte interne et externe de l'entreprise. Voilà, donc je vais me limiter à ce niveau-là. Il nous reste une partie au niveau de ce chapitre. Le prochain chapitre, on va commencer les activités de la GRH et on va commencer par l'activité de recrutement. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous la séquence prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.